Côté occidental, on accueille les derniers réfugiés. On condamne, mais on n'intervient pas. Les Américains, tout comme les Soviétiques, semblent s'être résignés à ce que chacun domine dans sa zone. La priorité des dirigeants des deux côtés est surtout d'éviter que la situation ne dégénère en guerre. Les forces des deux alliances militaires, l'OTAN pour l'Ouest et le pacte de Varsovie pour l'Est, semblent s'équilibrer. Des deux côtés, on se rend compte qu'il faut organiser une coexistence. En 1963, Américains et Soviétiques se mettent d'accord pour qu'un traité mondial interdise les essais nucléaires dans l'atmosphère et les ravages qu'ils produisent. Une nouvelle période s'ouvre dans la guerre froide, la détente. La rivalité continue, mais elle devient plus pacifique. Et à cette époque, la science ouvre un nouveau domaine où se confronter, l'espace. Ce sont les Soviétiques qui ont d'abord pris l'avantage. En 1957, ils avaient surpris le monde en lançant le premier satellite artificiel, le Spoutnik. En 1961, ils avaient placé le premier homme en orbite, Youri Gagarin. Mais le président Kennedy relève le défi. Et en 1969, ce seront les Américains qui mettront les premiers le pied sur la Lune. La détente des années 60 permet aussi à des pays de mener une politique plus indépendante des deux super grands. La Chine essaie de trouver sa propre voie. Mao Tse-tung refuse la prédominance soviétique et isole son pays. En Europe, le président français de Gaulle prend ses distances avec certaines politiques des États-Unis. Le leader allemand Willy Brandt ouvre un dialogue avec les dirigeants de l'Est. En visitant pour la première fois Berlin-Est, il est accueilli par une foule enthousiaste. Il obtient des améliorations concrètes de la vie des Allemands de l'Est. Malgré ces quelques contacts, les deux blocs restent comme deux mondes séparés, qui évoluent chacun de leur côté. À l'Ouest, la société, la culture, les mentalités se transforment rapidement dans les années 60 et 70. Ces évolutions sont souvent accompagnées de vagues de contestation. En 1968, les étudiants descendent dans les rues, de Paris à San Francisco, de Berlin-Ouest à Tokyo. Parmi les grands sujets de contestation de l'époque, la guerre du Vietnam. À partir de 1965, les États-Unis sont massivement engagés dans ce conflit, où ils essaient de maintenir un régime pro-américain dans le sud du pays. Mais les communistes vietnamiens sont déterminés et ils ont des soutiens populaires. Ils mettent en échec les États-Unis, qui se retirent en 1973. Le Vietnam entier devient communiste, ainsi que les deux pays voisins, le Cambodge et le Laos. L'année suivante, le président américain Nixon est forcé de démissionner pour avoir ordonné des écoutes illégales. L'Ouest paraît affaibli. À l'Est, la situation est bien différente. Les régimes apparaissent stables. En 1968, en Tchécoslovaquie, une tentative de réforme du communisme, le socialisme à visage humain de Dubček, est stoppé par les chars du pacte de Varsovie.
Le nouveau dirigeant soviétique, Léonid Brejnev, considère que les principaux objectifs du communisme ont été atteints et freine toute évolution. À partir des années 70, les tensions de la guerre froide se déplacent vers le sud, vers les pays du tiers-monde. Les soviétiques et aussi les occidentaux soutiennent directement ou en sous-main des régimes dictatoriaux qui leur sont favorables, des régimes souvent brutaux. Mais avec le développement des médias, et surtout de la télévision, les opinions publiques occidentales prennent conscience des événements qui se déroulent sur d'autres continents et réagissent. L'organisation britannique Amnesty International lutte contre les emprisonnements abusifs, qu'ils soient commis par des régimes pro-américains ou pro-soviétiques. Les Médecins sans frontières français apportent leurs soins aux populations en détresse et dénoncent les régimes qui créent des catastrophes humanitaires, comme c'est le cas en Éthiopie. Dans les esprits, l'acceptation des dictatures régresse. La philosophie des droits de l'homme progresse. Au début des années 1980, un des principaux lieux d'action des humanitaires est l'Afghanistan. L'armée soviétique est rentrée massivement dans le pays en 1979 pour soutenir un régime communiste en difficulté. Pour les soviétiques, l'Afghanistan représente une étape majeure vers un de leurs grands objectifs, atteindre les mers chaudes. Depuis le début de la guerre froide, la marine soviétique est nettement désavantagée par la géographie. Les ports de l'URSS sont souvent gelés et ces navires sont obligés de passer par des détroits qui sont tous contrôlés par les Occidentaux. En s'établissant en Afghanistan, l'Union soviétique tente de s'ouvrir une voie vers l'océan Indien. Dans ces années 80, la tension remonte entre les deux blocs. Les soviétiques se retrouvent face à une nouvelle génération de leaders occidentaux, plus fermes. Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher, François Mitterrand et Helmut Kohl en Europe. Tous quatre décident de réagir à l'arrivée de nouvelles fusées nucléaires SS-20 soviétiques en Europe par le déploiement de fusées américaines Pershing. Si l'Occident est plus ferme, c'est d'abord parce que sa situation économique le permet. Malgré les crises, l'économie des pays occidentaux a énormément progressé en 40 ans. Aux anciennes pénuries a succédé une société de consommation, avec des produits toujours nouveaux, disponibles en masse. Les innovations se sont succédées rapidement. Et le début des années 80 voit l'arrivée des ordinateurs personnels. Ces progrès technologiques donnent un avantage décisif aux Occidentaux. Le président Reagan en profite même pour lancer un programme dit de guerre des étoiles, basé sur des satellites guidant des tueurs de missiles. Un programme peu réaliste, mais qui a le don d'impressionner les militaires soviétiques. De son côté, l'Union soviétique a depuis 1985 un nouveau leader, Mikhaïl Gorbatchev. En arrivant au pouvoir, il fait un bilan de la situation. La vie des habitants de l'Est s'est améliorée dans certains domaines. Des droits sociaux minimums sont reconnus à tous. L'égalité homme-femme s'est améliorée. Mais les infrastructures sont en mauvais état. L'économie est peu productive
les innovations sont rares. Les productions, même de produits de base, sont insuffisantes. Les queues devant des magasins souvent vides rythment la vie des populations. Dans le monde entier, la confiance dans le modèle soviétique et dans l'économie entièrement contrôlée par l'État est ébranlée. En Chine communiste, le leader Deng Xiaoping introduit depuis 1979 l'économie de marché. En Europe de l'Est, les régimes communistes sont toujours peu populaires. En 1981, en Pologne, le mouvement de revendication lancé par le syndicat Solidarité de Lech Walesa n'a pu être arrêté qu'en décrétant l'état d'urgence. Et puis la bataille de l'information a été largement perdue puisque les habitants d'Europe de l'Est écoutent massivement les programmes émis par l'Ouest, comme ceux de Radio Europe Libre. Le seul point fort de l'Union soviétique est son impressionnante armée. Mais pour combien de temps encore pourra-t-elle rivaliser avec les prouesses technologiques de l'Ouest ? Face à ce constat, Mikhaïl Gorbatchev essaye de remettre l'Est en marche. En Union soviétique, il lance 2 mouvements, la glasnost et la perestroïka, c'est-à-dire la transparence et la rénovation. Le ton change. Et dans la presse, critiques et suggestions apparaissent. La politique extérieure change aussi. En Afghanistan, Gorbatchev ordonne le retrait des troupes soviétiques qui s'épuisaient face à la guérilla islamiste. En Europe de l'Est, les leaders communistes sont invités à décider par eux-mêmes de leurs orientations. En mai 1989, la Hongrie profite de cette liberté pour ouvrir sa frontière avec l'Autriche. C'est la première brèche dans le rideau de fer. Une brèche dans laquelle s'engouffrent des milliers d'Allemands de l'Est, cherchant à rejoindre l'Ouest. Comme il y a 40 ans, l'Allemagne est au cœur des enjeux. En Allemagne de l'Est même, la population sent la nouvelle atmosphère. Les manifestations se succèdent, réclamant des médias indépendants et surtout des élections libres. Face à ces immenses rassemblements, le pouvoir en place est désemparé. Mikhaïl Gorbatchev a prévenu que l'armée soviétique ne participerait pas à une éventuelle répression. Dans l'improvisation, le gouvernement est-allemand émet le 9 novembre 1989, en fin d'après-midi, une déclaration confuse sur les possibilités de voyage hors du pays. À 20h, des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est sont massés contre le mur. La police des frontières n'a pas été avertie et ne sait comment réagir. À 21h30, un premier point de passage s'ouvre. Le mouvement devient irrésistible. Les Berlinois de l'Est retrouvent les Berlinois de l'Ouest, venus à leur rencontre. Le mur est tombé. La voie de la réunification allemande ouverte. En quelques semaines, dans les autres pays d'Europe de l'Est, les régimes pro-soviétiques s'écroulent.
le syndicaliste Lech Walesa en Pologne, l'écrivain Václav Havel en Tchécoslovaquie avaient connu la prison, ils deviennent présidents de leur pays. Mais en Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev est dépassé par les bouleversements qu'il a lui-même mis en route. Grâce aux nouvelles libertés, certaines républiques, comme les 3 pays baltes à l'ouest et les pays du Caucase au sud, réclament leur indépendance. En Russie même, la population est divisée entre ceux qui veulent conserver un système communiste et ceux qui souhaitent une démocratie libérale. La confusion s'installe. Une tentative de coup d'État est même menée par les défenseurs du système soviétique. Finalement, c'est Boris Eltsine qui s'impose à la tête de la Russie. Il prend des mesures radicales. Le Parti communiste est interdit. Et surtout, il dissout l'Union soviétique, qui cesse d'exister le 26 décembre 1991. Pour la nouvelle Russie démocratique, commence une période de doute, d'espoir, mais aussi de difficulté. En ce début des années 90, la guerre froide est finie. Chose longtemps impensable, les chefs d'état-major américains et russes se congratulent chaleureusement. Pour les Occidentaux, c'est l'aboutissement de plus de 40 ans d'efforts. Les États-Unis se retrouvent seule superpuissance mondiale et s'interrogent sur la manière d'assumer ce nouveau rôle. Pour gérer les affaires du monde, l'ONU retrouve soudainement une nouvelle jeunesse et multiplie les opérations de maintien de la paix. Enfin, la fin si soudaine de la guerre froide fait penser à beaucoup que la démocratie va se généraliser dans le monde entier. Mais ce qui restera surtout de cette période, de ces 40 ans de guerre froide, c'est que 2 blocs ennemis, engagés dans une lutte sans merci, ont su ne pas utiliser les armes dont ils disposaient et sont parvenus à ce qu'une guerre nucléaire soit évitée à l'humanité.